Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du courant pour une écologie humaine et tu écoutes maintenant un podcast très spécial. C'est un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. On espère que toi aussi tu voudras te mettre à agir à ton échelle après avoir écouté ça. Aujourd'hui, on interviewe Baptiste Fondeur. Avec sa femme Clara, Baptiste a fait le choix d'auto-construire sa maison. Il nous raconte pourquoi et surtout comment. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Baptiste Fondeur, je suis marié avec Clara, nous avons 3 enfants. Nous habitons à Paray-le-Monial où je travaille comme ingénieur et où nous autoconstruisons notre maison en paille. Et pourquoi avez-vous fait ce choix courageux, on peut le dire, d'auto-construire votre maison ? J'ai fait le choix d'autoconstruire ma maison pour plusieurs raisons. Il y a une raison écologique, l'envie de faire, différemment, avoir une maison qui a moins d'impact. Il y a une raison économique, voilà, plus on fait par soi-même, moins ça nous coûte cher. J'ai envie de me réapproprier des savoir-faire, d'apprendre à faire par moi-même et puis aussi, j'ai le goût à transmettre, à tous ceux qui viennent nous aider, comment est-ce qu'on construit sa maison. Comment vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez su comment vous y prendre ? Moi, je savais pas bricoler et puis j'y connaissais rien en construction de maison, j'avais des idées loufoques sur le sujet. Du coup, on a voulu apprendre avec mon épouse, on est parti pendant 3 mois visiter différents lieux et puis aider sur différents chantiers. Pour ça, on s'appuie sur la plateforme, Twiza, un réseau social des autoconstructeurs qui met en lien des gens qui construisent leur maison et d'autres qui veulent les aider et apprendre à leur côté. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Donc on a appris à la fois comment est-ce qu'on construit une maison, à la fois comment on bricole. Voilà, nous on savait pas tenir un marteau, une visseuse, rien. On a appris beaucoup plus que ce pour quoi on venait parce que mine de rien, on rencontre pas qu'une manière de construire, mais on rencontre des gens avec tout ce qu'ils sont. Et puis on prenait les bonnes lectures aussi chez chacun. Chacun avait des bonnes lectures, que ce soit sur le sujet de la construction ou sur d'autres sujets. Et donc on allait fouiller un peu les bibliothèques et puis on prenait les bons titres pour pouvoir avoir des lectures pour approfondir chez nous ensuite. Quel est le matériau que vous avez privilégié pour construire votre maison et pourquoi, Baptiste Fondeur ? Nous, on a fait le choix de construire notre maison en paille porteuse, selon la méthode de la cellule sous tension. On s'est vite orienté vers la paille parce que la paille, c'est un déchet agricole qui coûte rien, qui isole très bien, qui a un très bon déphasage. Disons qu'en France, il y a 5 grands courants de construction paille. Il y a la paille porteuse sous 2 formes, la Nebraska, la cellule sous tension, je vais y revenir. Et puis après, il y a des modes de construction paille qui utilisent plus le bois pour son côté porteur. Donc là, on a de l'ossature bois ou du poteau-poutre qui peut être isolé en paille, mais on aurait pu isoler avec n'importe quoi d'autre. Là, disons que la paille est reléguée à un simple isolant. Il y a le grèbe, qui est une autre manière de faire encore, qui utilise pas mal de bois également. L'avantage de la paille porteuse, c'est qu'on utilise la paille sous toutes ses capacités. Elle est à la fois porteuse, c'est elle qui porte la maison, elle est isolante, c'est elle qui isole, et elle est contreventante, c'est elle qui évite que la maison, avec le vent, puisse se déformer. Donc là, on utilise vraiment toutes les qualités de la paille. Donc nous, on est sur la méthode de la cellule sous tension. C'est une méthode où, la paille va être compressée horizontalement, ce qui va lui permettre d'être contreventante, et verticalement, ce qui va la rendre porteuse. Donc il y a une ossature bois qui est dans le mur quand même, sur cette méthode-là, contrairement à la Nebraska, qui est l'autre méthode de construction, paille porteuse. Et cette structure va venir donner toute sa force à la paille, mais c'est des morceaux de bois qui sont très petits, donc qui vont pas jouer ces rôles, porteurs et cetera. C'est vraiment la paille qui joue tous ces rôles-là. L'avantage de mettre moins de bois dans les murs et de mettre plus de paille, c'est qu'on a moins à couper d'arbres. Donc au niveau écologique, c'est sûr qu'on laisse les forêts un peu tranquilles. Et puis au niveau économique, le bois, c'est pas du tout neutre dans les dépenses qu'on a quand on autoconstruit sa maison. Et ça tient bien, la paille, dans une maison ? Si jamais il pleut trop fort ou qu'il y a un incendie, par exemple, comment la paille réagit-elle ? Beaucoup ont des inquiétudes par rapport à la construction paille. Est-ce que c'est durable, et cetera? Ce qu'on peut déjà se mettre en tête, c'est que la maison en paille, qui est la plus vieille, qui tient encore debout aujourd'hui, elle date d'avant l'invention du ciment. Donc pour l'instant, c'est au ciment de faire ses preuves sur la paille. En France, la maison la plus vieille en paille, c'est la maison Feuillette, qui est en région parisienne et qui a fêté ses 1 siècle il y a pas longtemps, il me semble. La paille, c'est un matériau qui est fragile à partir du moment où il se retrouve, dans l'eau. Donc il faut éviter à tout prix l'humidité. On dit qu'il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. Ouais, des bonnes bottes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de remontée capillaire dans les murs, donc on prend toutes les précautions pour qu'il y ait pas de remontée capillaire dans les murs. Et puis un bon chapeau, c'est une toiture qui est bien entretenue. C'est sûr qu'à partir du moment où il va y avoir des infiltrations dans la paille, va moisir et puis là, on perd tout. Mais en fait, je dirais que c'est
de manière moindre le cas pour tout bâtiment. Ensuite, les autres inquiétudes qu'on peut avoir, c'est le feu. Donc ça, souvent, on se dit: «Ah, ça va brûler très, très vite de la paille». En fait, pas du tout. Nous, on est sur de la paille avec des enduits terre en extérieur ou des enduits chauds. La paille avec des enduits, de chaque côté, ça a été, homologué il y a pas longtemps comme, coupe-feu 2 heures, donc utilisable dans l'industrie, dans des lieux où il y a des risques d'incendie, parce qu'elle coupe très bien le feu. En fait, la paille, vu qu'elle est très compressée, il y a pas d'oxygène et l'oxygène, c'est le carburant qui permet que ça brûle. Quand c'est très compressé, finalement, la paille a très peu de chances de brûler et puis, en plus, il y a un parement autour, souvent qui a un enduit qui vient empêcher la chaleur de rentrer à l'intérieur. Il y a pas vraiment d'inquiétude à avoir de ce côté-là. La paille, elle va pas demander d'entretien, elle est stockée, à l'intérieur de matériaux, donc on la pose, après on n'y pense plus. Ce qui va demander d'entretien, c'est tout ce qui est finition, quelle que soit la finition qui a été choisie. Est-ce que c'est du lambris? Est-ce que c'est de l'enduit? C'est les tuiles de la toiture et cetera. Et par rapport à la filière agricole, est-ce qu'utiliser la paille pour un secteur qui est totalement différent, c'est-à-dire le bâtiment en l'occurrence, est-ce que ce n'est pas problématique potentiellement? On se dit: «Tiens, les agriculteurs, ils ont besoin de la paille pour leurs animaux et cetera. Si on construit des maisons en paille, est-ce que ça fait pas concurrence à la filière agricole et cetera?» Pas du tout. En fait, si tous les bâtiments qui se construisent en France aujourd'hui se construisaient tous en paille, ça prendrait 10 de la production de paille, française. C'est vraiment pas grand-chose. La paille, c'est un matériau qui stocke du carbone et puis c'est un matériau, du coup, qui a coûté très peu d'énergie pour le produire. On parle souvent de l'énergie grise dans un bâtiment. Là, on réduit vraiment l'énergie grise, donc toute l'énergie qui a permis de construire le bâtiment. Et c'est un matériau qui est biodégradable, qui émet pas de polluants déjà pendant qu'on vit dedans et puis le jour où on veut détruire la maison, en fait, c'est un matériau, il suffit qu'il retourne à la terre. Voilà, nous, il y avait des restes de paille quand on a fait notre chantier, bah, le reste sont partis au jardin pour pailler le jardin et ça se dégrade très, très bien. Alors nous sommes en plein été 2025. Où en êtes-vous de votre maison aujourd'hui? Notre maison, qui est toujours en construction aujourd'hui, elle fait 130 carrés, 100 carrés chauffés, 30 carrés non chauffés. On l'a construit, sur un terrain d'1 hectare sur lequel on plante un jardin-forêt, avec l'idée de pouvoir produire une partie de la nourriture dont la famille a besoin sur le terrain, aussi bien par les arbres que par le potager et par les moutons, qu'on a mis sur le terrain. On essaye d'être sur un projet qui se veut le plus global possible. On essaye de récupérer l'eau de pluie, on récupère dans des cuves, l'eau de la toiture, ce qui nous permet de la réutiliser. On a des panneaux solaires pour produire, notre électricité et puis on a fait le choix des toilettes sèches. Beaucoup de gens pensent que les toilettes sèches, le grand intérêt, c'est de protéger la ressource en eau. Alors effectivement, ça protège un peu, la ressource en eau, mais pour moi, c'est vraiment pas le point clé. Le point clé des toilettes sèches, c'est qu'en fait, il y a énormément de nutriments qui partent, dans les toilettes. Ces nutriments, ils ont tout intérêt à se retrouver au jardin. Aujourd'hui, notre agriculture est complètement dépendante, des engrais, chimiques et ces engrais chimiques, en fait, ils viennent pallier au fait que la matière retourne pas au champ. Alors nous, elle retourne au jardin et ça tombe bien, on produit dans le jardin. Alors en pratique, les toilettes sèches, c'est un toilette, voilà, qu'on a construit, sous lequel il y a un seau. Ce seau, on fait nos besoins dedans. Ensuite, on met de la sciure, ce qui fait qu'il y aura pas d'odeur. Et puis ensuite, quand le seau est plein, il faut aller le vider au jardin, on le composte. Il y a beaucoup d'épidémies dans le monde qui démarrent avec des matières fécales qui se sont retrouvées au mauvais endroit. Donc nous, on composte ça proprement et puis ensuite, ça vient plutôt se mettre au pied des arbres. Prochainement, nous prévoyons de changer de technologie et de passer sur des toilettes qu'on appelle à séparation. Donc les toilettes à séparation, c'est des toilettes où, il y a une séparation qui est faite au milieu de la cuvette, qui fait que naturellement, hommes et femmes, l'urine part d'un côté et les matières fécales de l'autre. Donc ça, c'est très intéressant parce que l'urine, c'est quelque chose, d'inerte, et puis qui va demander beaucoup de sciure pour pouvoir être absorbée et pas émettre d'odeur. Donc cette urine, on peut la récupérer et directement l'utiliser au potager, là, il y a aucun souci. Par contre, les matières fécales, il faut faire attention, pas les mettre au potager, bien les composter et pour le coup, ça demande assez peu de sciure. Ce qui fait que si on arrive à faire une séparation, qu'on envoie les liquides, au jardin et puis qu'on garde juste les matières fécales, on aura beaucoup moins à changer le seau et donc ça sera moins de travail. Et enfin, on se chauffe avec un poêle de masse. Le poêle de masse, c'est aussi quelque chose qui est assez peu connu. Disons qu'on se chauffe au bois bûche, on se chauffe avec une Ster 3 par an, donc voilà 80 € de chauffage par an. C'est lié au fait que la maison est bien conçue. Voilà, on a conçu la maison par rapport au principe du bioclimatisme, en faisant attention à l'orientation de la maison, à bien l'isoler, à l'inertie. On est sur des matériaux naturels qui sont perspirants, donc ils laissent passer la vapeur d'eau, donc la maison ne peut jamais être humide en hiver. Quand on se chauffe au bois, en fait, ce qui nous chauffe dans le bois, c'est tout le gaz qui va sortir du bois et qu'on va brûler, qui va faire des flammes, qui va chauffer la maison. Si on ne brûle pas tous ces gaz, les gaz partent dans l'atmosphère et là, on n'envoie plus du CO2 dans l'atmosphère, on envoie des gaz hautement polluants. Le chauffage au bois, il devient très intéressant à partir du moment où on est sûr de brûler tous les gaz, ce qui fait qu'on ne pollue pas, ou très peu, il n'y a que du CO2, et ça nous coûte beaucoup moins cher. Donc pour ça, il faut des flambées qui soient bien puissantes, où on brûle tout. Et l'avantage du poêle de masse,
c'est qu'il est conçu de manière à ce que la combustion se fasse bien, ce qui fait qu'on va avoir un feu qui va chauffer très, très fort. Le problème d'un feu qui chauffe très fort, c'est que la maison va chauffer très vite et puis quand on va l'éteindre, elle va se refroidir très vite et du coup, souvent l'astuce qui est trouvée par les propriétaires, c'est, on met une bûche de temps en temps, comme ça, ce feu, il ronronne et la maison reste tiède tout le temps. Le problème, c'est que quand on met une bûche de temps en temps, la combustion ne se fait plus très bien dans la plupart des poêles et du coup, on envoie plein de gaz dans l'atmosphère. Donc l'avantage du poêle de masse, c'est comme il est très lourd, en fait, pendant tout le feu qui va être intense, la maison va quasiment pas chauffer. Mon poêle, il fait 1 tonne, c'est le poêle qui va accumuler toute la chaleur, la maison va quasiment pas chauffer. Mais au bout de 2 heures, quand on éteint le feu, ça continue à rayonner de la chaleur pendant une douzaine d'heures sur notre poêle. Le moment où le poêle chauffe le plus, c'est 2 heures et demie après la fin du feu. Ça donne une chaleur qui est très douce en plus. Nous, en gros, vu que la maison en hiver, elle est bien isolée, la journée, elle perd pas de calories quasiment. Et puis la nuit, quand ça perd de calories, nous, on fait un feu le soir, il dure 2 heures, on l'éteint et en fait, toute la nuit, ça va rendre les calories, ce qui fait que la maison va rester stable toute la nuit. Est-ce que vous diriez qu'un tel projet, autoconstruire sa maison, est à la portée de tout le monde? Alors, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'un projet comme le nôtre, c'est très demandeur en termes de temps, d'énergie. Je dirais que c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas pour nous, la manière dont on a voulu faire les choses, voilà, on était une jeune famille qui avait envie d'avoir des enfants, donc on a eu nos enfants. On a des enfants en bas âge, ça demande du temps. Voilà, il y a le travail à côté et puis ce jardin, cette maison qui demande du temps également et c'est quelque chose qui est pas neutre. Là, on est un peu sous tension d'avoir tout ça à faire de front. Voilà, après on se voyait pas faire les enfants une fois que la maison serait faite. On se voyait pas arrêter de travailler pour faire tout ça. On se voyait pas non plus faire la maison, une fois que les enfants seront grands. Nous, on a fait tout à la fois et c'est vrai que c'est quelque chose qui est exigeant. Baptiste Fondeur, quels ont été les points les plus difficiles pour vous sur ce chantier? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans un chantier comme ça, c'est plein de péripéties. Tout se passe pas comme on prévoit. La première chose, nous, qui nous a surpris, c'est que cette maison qu'on pensait faire, rapidement, finalement, ça prend plus d'années que ce qu'on pensait. Et puis après, il y a des coups durs qui arrivent pendant le chantier, voilà, qu'on peut pas forcément prévoir. 2 coups durs qui ont été importants pour nous, ça a été le stockage de la paille. La première année où on avait stocké la paille, voilà, on n'avait pas de bâtiment pour la stocker, donc on avait mis des bâches et cetera. Et puis, avec le vent, la pluie, des bâches qui s'étaient percées, on a perdu pas mal de bottes de paille. Voilà, donc c'est rien de très grave, la paille ça coûte pas très cher, mais ça a été un coup de stress au mauvais moment. Et puis 3 semaines après le début de notre chantier, on construit, avec pas mal de bénévoles, donc on était nombreux sur le chantier. En 3 semaines, on avait fait la moitié des murs extérieurs de la maison et on a fait une semaine de pause et à ce moment-là, la moitié des murs était faite, mais pas l'autre moitié. Donc tous les murs se tenaient pas entre eux, donc la maison était pas complètement contreventée. Il y a eu un gros orage qui est passé avec de la grosse grêle et puis il y a une mini tornade qui est passée sur le terrain. La mini tornade a emporté, un mur et puis elle a emporté aussi la tente, un grand barnum de 60 carrés dans laquelle on vivait plus ou moins pendant les travaux. Donc ça a été un vrai coup dur parce que, bon, c'est rare les mini tornades. Au début du chantier, on a dû tout remettre en forme pour pouvoir, se relancer pour la suite du chantier. En tout cas, faut être conscient, un chantier, ça se passe pas toujours comme on l'imagine. Alors, question complémentaire, en fait, quelles sont les plus grandes satisfactions que vous tirez de l'autoconstruction de votre maison? Aujourd'hui, ce qui nous satisfait le plus par rapport à ce projet, c'est le fait que ça soit un projet écologique. On voit qu'on a des consommations qui sont très, très faibles au niveau énergétique, ce qui fait des factures qu'on aura en moins, pour le futur et puis un impact environnemental moindre. Ce qui est très satisfaisant aussi, c'est de faire par soi-même et puis d'apprendre aussi à attendre d'avoir les choses. Nous, on vit dans la maison en travaux. Le fait, d'avoir commencé dans une maison qui était encore, loin des standards actuels, puis de petit à petit, d'avoir toutes les choses qui se mettent en place. Chaque chose qui se met en place, en fait, on l'apprécie beaucoup plus que, si on avait acheté une maison clé en main, qu'on allait payer progressivement, où en fait, tout nous semble dû. Et là, en fait, on voit que tout n'est pas dû, en fait. Il y a un effort derrière chaque chose et ça rend le projet, chouette. Et puis après, c'est toute la dimension collective aussi qui nous anime beaucoup, de voir, tout ce monde, qui passe nous aider, et auquel on peut transmettre des compétences et puis de voir les petits que ça fait, tous ces bénévoles qui viennent nous aider sur le chantier et qui derrière vont construire leur maison et cetera. Aujourd'hui, comment transmettez-vous toute la connaissance que vous avez engrangée sur la construction de maison? En 2016, quand on est allé se former, via la plateforme Twiza, on a appris à bricoler, on a appris à construire une maison, à organiser un chantier, on a rencontré beaucoup de monde. C'était très riche, humainement. Aujourd'hui, la situation est inversée. C'est nous qui accueillons sur Twiza beaucoup de bénévoles qui viennent chaque été. Il y a plusieurs catégories, je dirais. Il y a des curieux, voilà, qui viennent découvrir, mais qui sont quand même pas le gros. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'autoconstruire leur maison qui viennent
Il y a aussi beaucoup de gens qui réfléchissent à se reconvertir dans, les métiers de l'artisanat du bâtiment et donc ces gens-là, ils viennent un peu se tester, apprendre, voilà et puis ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est plus, je dirais des métiers intellectuels du bâtiment. Beaucoup d'architectes, des thermiciens et cetera, qui sont souvent en début de carrière ou en fin d'études et qui ont envie de voir ce qu'ils voient pas dans leur début de carrière ou dans leurs études. C'est-à-dire, du concret, pas seulement de la théorie et puis qui voient aussi des matériaux naturels et pas seulement du béton. Donc voilà, c'est un peu tous les profils qu'on accueille sur notre chantier et voilà, donc nous, on prend tous les niveaux. La journée, on fait de la pratique, donc ils m'aident gratuitement à construire la maison et puis moi, je suis dans la transmission au maximum, donc j'essaye de leur transmettre les techniques, de répondre à leurs questions, de les aider sur les gestes et puis le soir, on organise des conférences. Ces temps d'échange avec les bénévoles sont très riches. Moi qui n'ai plus eu l'occasion de voyager parce que je suis pris dans mon projet, en fait, je voyage par tous les gens qui passent. Baptiste Fondeur, avez-vous un dernier message pour nos auditeurs? L'engagement écologique et l'engagement social qu'on peut avoir à travers notre projet, beaucoup opposent est-ce que c'est un engagement qu'il faut avoir au niveau individuel ou au niveau collectif? Est-ce que c'est plutôt l'affaire de nos politiques, de nos dirigeants ou est-ce que c'est l'affaire de chacun? Moi, je suis convaincu que c'est les 2. Nos dirigeants ont des choses à faire et il faut qu'on les incite parce que sinon on aura du mal à transformer notre société. Mais réciproquement, c'est aussi l'affaire de tous. C'est le fait que chacun se mette en mouvement à son niveau qui va faire que petit à petit, ça va aussi faire bouger les lignes plus haut. Moi, j'avais été très impacté par un livre que j'avais lu qui justement s'appelait No Impact Man. J'avais lu ça quand j'étais jeune, qui décrivait quelqu'un qui avait essayé vraiment d'avoir aucun impact sur la planète. Donc il était vraiment à essayer de réduire son impact au maximum, puis au bout d'un moment, il se rendait compte que, bah, ça il arrivait presque plus et que de toute façon, l'effort pour faire encore moins, en fait, il était négligeable par rapport à tout ce que les autres faisaient à côté. Il se disait: «Bah, à quoi bon?» Et en fait, la conclusion du livre, c'était que réduire son impact, c'est intéressant, mais ensuite, le plus gros impact qu'on va avoir, c'est pas d'avoir réduit son impact, c'est d'avoir inspiré d'autres. Et c'est dans la transmission qu'on fait, qu'on va avoir un impact. Parce que réduire son impact tout seul, ça sert à rien. Par contre, le fait, de faire boule de neige sur d'autres qui vont lancer des projets et cetera, ça va créer une dynamique. Cette dynamique ensuite va influencer, des sphères plus hautes dans la société également et là, on va commencer à avoir un impact qui est plus global sur la société. Merci beaucoup, Baptiste Fondeur, de nous rappeler à quel point il est satisfaisant de reprendre la main sur des techniques et des savoir-faire, quel que soit d'ailleurs le domaine ou le sujet. Et puis aussi, merci de nous dire que finalement, la venue d'un monde aimable est dans nos mains. C'est notre responsabilité de le bâtir. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu. À très bientôt.